La prison d'Abashiri dans la préfecture de Hokkaido au Japon a ouvert pendant l'ère Meiji en 1890. Elle était l'une des nouvelles prisons construites pour accueillir le nombre croissant de criminels suite à l'abolition de la peine de mort en 1882. En hiver, c'est un lieu glacial avec le lac local gelé et un épais brouillard qui engloutit souvent la région. Dans toute son histoire, un seul homme a réussi à s'évader, et c'était Yoshi Shiratori. Il est né en 1907, dans la préfecture d'Aomori, qui était la partie la plus septentrionale de la région de Tohoku, dans le pays du soleil levant. Issu d'un foyer brisé, Shiratori a sombré dans la petite criminalité dès son jeune âge. Une grande partie de sa vie adulte en prison. Entre 1933 et 1947, il s'est échappé de prison pas moins de 4 fois, mais celle pour laquelle il était le plus célèbre était son évasion de la prison d'Abashiri. C'était en 1944, et la guerre se passait mal pour le Japon, tandis que ses gains territoriaux antérieurs dans le conflit étaient rapidement repris par les Alliés. Pour aggraver les choses, les Américains venaient de commencer leur bombardement stratégique du continent japonais. Shiratori avait fini par être transféré à Abashiri car il s'était échappé de ses 2 précédentes prisons. Le premier était de la prison d'Aomori près de sa ville natale, où il a été emprisonné en 1933 pour un vol et un meurtre. Charge. La vie à l'intérieur des prisons japonaises à cette époque était dure, car le système se concentrait uniquement sur la punition des prisonniers et ne tentait en aucun cas de les réformer. Pour les prisonniers, les passages à tabac brutaux et les punitions sadiques par les gardiens pour les moindres infractions étaient monnaie courante. Shiratori s'est vite mis à détester l'injustice du système carcéral dans son ensemble. 3 ans plus tard, durant une nuit orageuse, il s'évade en crochetant sa cellule avec un fil obtenu d'un seau d'eau en bois. Ensuite, il a arrangé des planches de sol pour faire croire aux gardes qu'il dormait toujours dans son lit. Shiratori a été en fuite 3 jours avant d'être capturé de nouveau. Il a été condamné à perpétuité pour s'être évadé et avoir volé des fournitures dans un hôpital. Puis, en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été transféré à la prison d'Akita et placé en isolement pendant de longues périodes. La torture régulière était si sévère qu'à une occasion, il a failli être battu à mort par les gardiens. Shiratori a gardé le secret qu'il pouvait se libérer de ses menottes, et qu'il était un excellent grimpeur des gardiens. Alors qu'il était dans l'espace confiné de l'isolement, il a remarqué que la ventilation au plafond se décomposait. Chaque nuit, il enroulait un futon, escaladait les murs pour affaiblir le cadre en bois pourri tenant la ventilation, et redescendait lorsque les gardiens venaient. Une nuit, profitant d'une tempête pour dissimuler le bruit, et après avoir retiré ses menottes, il a réussi à s'échapper en grimpant une dernière fois sur le haut mur de sa cellule pour desserrer définitivement la ventilation et en sortir. Quelques mois plus tard, il a été recapturé. Il a visité un gardien de prison bienveillant, en qui il avait confiance. Shiratori voulait obtenir justice pour le traitement sévère des gardiens lors de son incarcération. Il a été nourri et hébergé, mais depuis la salle de bain, le gardien l'a finalement dénoncé aux autorités. En punition, il a été transféré à la prison isolée d'Abashiri dans la préfecture de Hokkaido, dans le nord du pays, où étaient détenus les pires prisonniers, et 3 ans ont été ajoutés à sa peine de réclusion à perpétuité. Les conditions à Hokkaido ont rendu la prison redoutable. Malgré une évasion, un détenu faisait face à une mort certaine en raison de l'isolement, des températures glaciales, des prédateurs sauvages comme l'ours Iguma, et de la difficulté à trouver nourriture et ressources. Dans la prison, les condamnés dormaient sur un lit en bois inconfortable et étaient réveillés par les gardiens par un coup de bâton contre l'oreiller en bois. Dans ces conditions extrêmes, les condamnés de la prison d'Abashiri étaient forcés de travailler à des projets épuisants comme la construction de routes, l'agriculture et l'exploitation minière. Dans ce cas, Shiratori a été placé dans des menottes spécialement conçues pour lui suite à sa dernière évasion. Les 2 années suivantes ont dû passer très lentement pour Shiratori, surtout qu'il savait que s'il ne faisait rien, il passerait le reste de sa vie en prison. Puis, à l'été 1944, son comportement a commencé à devenir étrange. Il avait été placé en isolement à cause de ses précédentes tentatives d'évasion, et était maintenant nourri dans sa cellule. Chaque matin,
Il crachait son petit déjeuner de prison de soupe mis au partout sur le cadre métallique de sa cellule, en particulier sur la fente du plateau de nourriture. Il en mettait aussi un peu sur ses menottes et ses entraves aux jambes. Peut-être que ce comportement étrange est passé inaperçu auprès des gardiens de prison, ou peut-être pensait-il que Shiratori n'appréciait pas la soupe miso traditionnelle de soja fermentée avec du sel et du champignon koji qui lui était servi tous les jours. Mais tout cela faisait partie d'un plan d'évasion astucieux de Shiratori, car la soupe miso a une forte concentration de sel. Alors, au fil des semaines, ce sel avait lentement affaibli et corrodé les vis et les boulons en métal dans la fente de la porte de la cellule, où les gardiens mettaient son plateau de nourriture à chaque repas. Le sel réagit fortement avec le feu. C'est parce que la combinaison décompose les molécules d'oxygène, entraînant une accélération de la rouille, ce qui fait perdre des électrons au fer et en gagner à l'oxygène. Ainsi, dans la nuit du 26 août, les vis et les boulons de ses menottes et de ses entraves aux jambes, les bords de la fente d'alimentation de la porte en fer de sa cellule ont commencé à se déformer. Ainsi, Shiratori a profité plus tard, dans la soirée du blackout désormais strictement appliqué pour s'échapper. Il s'est déshabillé jusqu'aux sous-vêtements et s'est faufilé par la fente d'alimentation en se luxant les 2 épaules. Il est resté en fuite pendant 2 ans, vivant dans la nature et chassant pour se nourrir. Il savait désormais que la guerre était finie et allait vers Sapporo. Ici, Shiratori a été de nouveau capturé suite à une bagarre fatale avec un agriculteur concernant de la nourriture, où il a poignardé et tué l'homme. Shiratori a prétendu que c'était un accident, et qu'il avait simplement essayé de se défendre, mais le tribunal l'a reconnu coupable de meurtre et sa peine de prison à vie a été transformée en peine de mort. À ce moment-là, les autorités japonaises ne prenaient aucun risque et l'ont envoyé à la prison de haute sécurité de Sapporo. En attente de son exécution, il a été placé dans une cellule spéciale avec des murs et une porte renforcée, sous la surveillance constante de 6 gardes armés, 24 heures sur 24. Les jours passaient lentement pour lui alors qu'il attendait son exécution en 1947. Les gardes s'étaient devenus complaisants, convaincus que sa cellule était à l'épreuve des évasions. Cette sécurité laxiste a permis à Shiratori de faire sa 4e évasion de prison. Au fil des mois, il avait creusé un tunnel sous la prison jusqu'à la liberté en utilisant son bol de nourriture après avoir retiré certains boulons des planches de sa cellule. L'année suivante, Shiratori a courageusement décidé de se rendre à la police, refusant de vivre en fuite. Heureusement, le tribunal a reconnu que lors de ses 4 évasions et recaptures de prison, il n'a jamais utilisé la violence de quelque manière que ce soit. Ils ont donc changé sa peine de mort en 20 ans d'emprisonnement. Ils ont aussi accepté sa requête d'emprisonnement à Tokyo. Il est devenu un prisonnier modèle à la prison de Fushu. Et 14 ans plus tard, en 1961, il a été libéré sous parole. Shiratori n'est pour jamais retombé dans la délinquance. Il a brièvement retrouvé sa fille, dans la préfecture d'Aomori, puis a parcouru le pays à la recherche de travail, principalement dans l'industrie de la construction. Il est décédé d'une crise cardiaque en 1979 à l'âge de 72 ans, et aujourd'hui, une partie de la prison est un musée dédié à l'histoire de cet établissement correctionnel, et contient une exposition montrant comment Shiratori s'est échappé en 1944, un souvenir durable d'un homme qui ne pouvait être contenu. Le prisonnier le plus violent de la Grande-Bretagne au XXe siècle. Charles Bronson est né Michael Gordon Peterson le 6 décembre 1952 dans la ville de Luton, Bedfordshire, Angleterre, de Hera et Joe Peterson. Il était aussi l'un des 3 frères et venait d'une famille respectable. D'après les témoignages, c'était un enfant gentil et aimable, mais en grandissant, il a commencé à avoir de plus en plus de problèmes à l'adolescence. Durant sa scolarité, il séchait souvent les cours, optant pour une vie de délinquance. Mais plus inquiétant encore, une méchanceté émergeait en lui alors qu'il prenait de plus en plus de plaisir aux bagarres violentes. Après avoir quitté l'école, Peterson peinait à garder un emploi stable. Au cours des années suivantes, il a exercé divers métiers, notamment dans un supermarché où il a attaqué son directeur, sur des chantiers de construction, dans des usines et en tant que déménageur de meubles. Ses emplois étaient de courte durée, souvent interrompus par des licenciements dus à son comportement abrupt
et son tempérament fougueux. La seule chose pour laquelle Peterson semblait avoir une affinité était le crime. Au cours des 3 années suivant son départ de l'école, il a eu des démêlés avec la justice pour différents délits, dont la destruction de voitures garées suite à une dispute avec le père de sa petite amie, la conduite d'un camion volé et la participation à un cambriolage. Mais heureusement pour lui, chaque fois il n'a été que condamné à une amende et mis en probation. Puis il semblait qu'il avait peut-être bien retenu la leçon et qu'il avait dépassé cette phase rebelle et autodestructrice, car en 1961, à l'âge de 19 ans, il a rencontré Irene Kelsey. Rapidement amoureux, ils se sont mariés l'année d'après. Peu après, ils ont eu la joie d'accueillir un petit garçon. Mais il a rapidement repris ses anciennes habitudes, et en 1974, il a été reconnu coupable du grave délit de vol à main armée et condamné à 7 ans de prison. Pendant cette période, Irene l'a divorcé, et son incarcération s'est avérée beaucoup plus longue que la peine initiale, car il a gagné 6 années supplémentaires pour avoir attaqué à plusieurs reprises des gardiens de prison et des codétenus, souvent avec des bouteilles de verre cassées, ainsi que pour avoir endommagé la propriété de la prison. Il était considéré comme un détenu si dangereux qu'il devait passer de longues périodes en isolement, et parfois il devait être sédaté ou maintenu enchaîné, car il était si instable et violent. Peterson a fini dans un service psychiatrique de haute sécurité. Son comportement est alors devenu encore plus erratique, et il a organisé plusieurs protestations sur les toits, ainsi qu'une grève de la faim de courte durée. Lorsqu'il a finalement été libéré en 1987, après 13 ans de prison, il a entamé une carrière de courte durée en tant que boxeur à main nue, illégal dans l'East End de Londres. Il a adopté le nom de scène de Charles Bronson, qui était un célèbre acteur américain dans les années 60 et 70, qui jouait souvent des officiers de police durs ou des justiciers vengeurs moralistes. Un an après, il a cambriolé une bijouterie, offrant une bague à sa copine et revendant le reste. Inculpé sous son nom de combat Charles Bronson, il a abandonné son ancien nom de Peterson après 69 jours de liberté. Il était de nouveau en détention, condamné pour vol à main armée pour avoir cambriolé une bijouterie, et a été condamné à 7 autres années de prison. Encore une fois, Bronson était loin d'être un prisonnier modèle, mais il a continué à attaquer les gardiens de prison et ses codétenus, à tel point qu'il a dû être déplacé de nombreuses fois, et sa réputation est devenue si mauvaise qu'une prison à Bedford a refusé de l'accueillir. En attaquant les autres, il n'ajoutait pas seulement à sa peine, mais gagnait aussi des transferts entre les prisons. Par la suite, en raison de son comportement antisocial, il a de nouveau passé un temps considérable en isolement. Étonnamment, il n'a purgé que 4 ans de sa peine, et a été libéré de prison en 1992. En quelques mois, il était de nouveau en prison, accusé de planifier un vol, bien que les charges aient finalement été abandonnées. Mais il a été reconnu coupable d'agression pour avoir cassé le nez du petit ami d'une ex-petite amie. Et malgré son passé criminel et violent, il a échappé à la prison et a reçu une amende de 600 livres. On aurait pu penser que Bronson aurait essayé de contrôler ses problèmes de colère, mais seulement 16 jours plus tard, il a de nouveau été arrêté. C'était pour avoir planifié un autre vol, et pour possession illégale d'un fusil de chasse scié, un crime très grave en Grande-Bretagne qui a certaines des lois anti-armes les plus strictes au monde. Alors qu'il était en détention provisoire, il n'a pas amélioré la situation en prenant un bibliothécaire en otage, exigeant entre autres choses un hélicoptère, une poupée gonflable et une tasse de thé. Bronson était dégoûté par l'otage quand il a pété devant lui, alors il l'a relâché. La situation a ensuite été désamorcée par les négociateurs de la police, qui ne lui ont jamais donné son hélicoptère. Il n'y a aucun enregistrement si la police a cédé à ses exigences pour une tasse de thé. Lors de son procès en 1993, Bronson a été reconnu coupable de possession d'un fusil de chasse et condamné à 8 ans de prison. En 1994, son comportement devint complètement incontrôlable lorsqu'il prit en otage le sous-gouverneur de la prison de Hull pendant 4 heures. L'année suivante, il a attaqué le gouverneur de la prison de Highdown dans le nord du Surrey. En 1996, alors qu'il était incarcéré à Birmingham, il a pris un médecin en otage, une situation qui s'est terminée sans violence. Plus tard cette année-là, il a pris 3 autres prisonniers en otage et a fait des demandes plus colorées, comme demander un avion pour l'emmener en Libye, ainsi qu'un pistolet mitrailleur Uzi, 5000 cartouches de munitions et une hache. Il a également exigé de la glace et s'est entaillé avec un rasoir avant de se rendre. Sa peine a été allongée de 5 ans pour ces infractions. Mais le comportement perturbateur de Bronson a continué,
En 1999, il a pris en otage un officier d'éducation civile pendant 44 heures et est parti en rampage parce qu'il a critiqué l'un de ses dessins. Il a endommagé une partie de la prison, notamment des réfrigérateurs, des machines à laver et des meubles. Finalement, les autorités ont dû condamner Bronson à la perpétuité, étant donné qu'il était manifestement un criminel violent et récidiviste. Ils pouvaient constater qu'il était irrécupérable et qu'il représentait un danger permanent pour le public et lui-même. La triste vérité est que, au cours des 25 dernières années, il n'a été hors de prison que pour un total de 6 mois. Parce qu'il était un prisonnier si difficile, ils ont été contraints de construire une unité de haute sécurité spéciale à la prison de Woodhill, pour l'héberger lui et d'autres prisonniers ultra-violents. Cependant, la vie de Bronson a pris un tournant positif lorsqu'il a épousé une mère célibataire bangladaise divorcée qui lui rendait visite depuis peu. Bronson s'est converti à la foi de sa nouvelle épouse et pendant un certain temps, Bronson a commencé à s'appeler Charles Ali Ahmed. Pendant un temps, il paraissait bien plus stable, comme si la vie de couple avait sur lui un effet apaisant. Mais en 2005, après 4 ans de mariage, le couple a divorcé et il a renoncé à sa foi. En 2007, il avait repris ses vieilles habitudes et les gardiens ont évité de peu une autre prise d'otage. Bronson a fait plusieurs appels et demande de libération conditionnelle pour sa condamnation à perpétuité, mais a été refusé à chaque fois. En 2013, il a même fait appel au Premier ministre britannique David Cameron pour être libéré, soutenu par une pétition de 10 000 signatures appuyant cette demande. Cette demande a été catégoriquement refusée. Puis, en 2014, Bronson a légalement changé son nom en Charles Salvador en l'honneur de l'un de ses grands idoles, Salvador Dalí, le peintre surréaliste espagnol. Avec la réputation de Bronson pour des accès de violence et de destruction durant plus de 40 ans, il ne sera peut-être jamais libéré de prison. Sa réputation d'être le prisonnier le plus notoire et violent de Grande-Bretagne est bien méritée. Mais qu'est-ce qui l'a rendu ainsi ? Les psychiatres ne semblent pas s'accorder sur ce qui ne va vraiment pas chez lui. Il se peut bien qu'il soit simplement un homme avec beaucoup de problèmes de gestion de la colère. Car Bronson a dit à maintes reprises qu'il a un tempérament court et violent qu'il a du mal à contrôler. Derrière son extérieur violent se cache quelqu'un qui est bien lu et dit être hautement intelligent. Bronson est un artiste talentueux, un poète primé et un auteur publié d'une variété de livres. Il est aussi un fanatique de fitness. Et peut-être qu'il s'est finalement calmé, car récemment, à son grand dégoût, sa prison a servi des croquettes au lieu de frites à l'heure du déjeuner. Plutôt que de prendre une personne en otage ou d'attaquer quelqu'un, il a plutôt déposé une plainte écrite formelle fortement formulée auprès des autorités pénitentiaires. « 15 armes improvisées construites par des détenus en prison. » Tout spectateur d'émissions sur les prisons vous dira que les détenus peuvent devenir très créatifs lorsqu'il s'agit de la vie à l'intérieur. Les prisonniers utilisent de nombreuses tactiques pour survivre, y compris la fabrication de leur propre alcool de contrebande, la formation d'amitiés improbables, et bien sûr la création d'armes, soit pour leur protection, soit pour leur propre dessein meurtrier. Il existe de nombreuses armes étranges et créatives, fabriquées par des prisonniers à travers le monde. Jetons un coup d'œil aux 15 armes de prison les plus folles que vous n'arriverez pas à croire qu'elles existent vraiment. Numéro 1. Le chive. Commençons par l'arme de prison la plus évidente et la plus proéminente, le chive ou shank. Les chives sont des couteaux de fortune créés à partir de matériaux de tous les jours que de nombreux détenus portent pour se protéger de leurs co-détenus. Les Circassiens, les caractéristiques servant d'un chive, changent généralement d'un prisonnier à l'autre, de nombreux objets différents étant utilisés de manière innovante pour créer ces armes mortelles. Dans les années 50, le criminel britannique Billy Hill a raconté comment il utilisait son chive. « J'ai toujours fait attention à tirer mon couteau vers le bas sur le visage, jamais en travers ou vers le haut, toujours vers le bas, de sorte que si le couteau glisse, vous ne coupez pas une artère. Après tout, donner un coup de couteau est donner un coup de couteau, mais couper une artère est généralement un meurtre. » Les chives les plus courants sont fabriqués à partir de manches de peigne aiguisées, de morceaux de verre enveloppés dans du tissu, ou d'une lame de rasoir attachée à l'extrémité d'une brosse à dents. Mais si, pour une raison quelconque,
Les détenus ne peuvent exploiter ces conceptions. Ils font preuve d'inventivité. Dans la prison de Wolfenbüttel, en Allemagne, vers 1994, un chive a été découvert à l'intérieur d'une croix évidée appartenant à un détenu religieux. Ses intentions, il semble, étaient loin d'être saintes. Il convient également de noter la circonstance bizarre entourant les bonbons durs Jolly Rancher. Ces bonbons américains sont maintenant interdits dans plusieurs commissariats de prison après qu'il a été découvert que les détenus avaient défondu les bonbons et les avaient refaçonnés avec une pointe froide et dentelée qui pourrait très efficacement poignarder quelqu'un. Numéro 2. Ce processus nuisible est communément connu sous le nom de jugging ou la bombe de sucre. Si vous combinez de l'eau bouillante avec du sucre, cela crée ce que les prisonniers appellent du napalm. Nommé d'après la véritable substance de gélatine, le mélange de style prison forme une pâte qui s'agglutine et adhère à la peau de la victime, la brûlant horriblement. Une utilisation récente de cette arme de prison populaire a eu lieu en 2016, lorsque le détenu Paul McManus a versé le mélange sur la tête de son codétenu Robert Wallace. On a signalé que la victime avait crié « Je ne peux pas voir », alors que le mélange le brûlait. Une autre méthode similaire de jugging consistait à faire fondre des barres de chocolat et à jeter le chocolat bouillant sur d'autres prisonniers, qui, comme l'eau bouillante et le sucre, durcissaient et collaient à eux pendant qu'ils brûlaient. Numéro 3. Bombes de Chili. Au Royaume-Uni, la peur des bombes de sucre a maintenant été remplacée par la peur des bombes de chili dans les prisons. Les détenus achetaient du chili à la cantine de la prison et l'écrasaient dans de l'eau chaude ou du vinaigre avant de le pulvériser dans les yeux de leurs victimes. L'effet est comme être aspergé de gaz poivre et, dans des situations extrêmes, peut entraîner la cécité. 4. Engin explosif. Autour d'Halloween 1995, un détenu de prison de l'Illinois nommé Peter Saunders est allé jusqu'à envoyer un dispositif de détonation artisanale à la juge Blanche Manning, après être devenu furieux qu'elle ait rejeté un procès civil contre les responsables de la prison. Saunders a créé le dispositif explosif en piégeant un livre évidé à l'aide d'une batterie, de fils électriques et d'un stylo marqueur rempli de soufre provenant d'allumettes broyées. La bombe a failli arriver sur le bureau du juge avant d'être découverte. D'une manière ou d'une autre, elle avait réussi à passer plusieurs contrôles de sécurité, y compris une machine à rayon X de la prison, avant d'être finalement remarquée dans une seconde machine à rayon X dans le bâtiment où résidait le juge. Le défenseur public de Saunders a affirmé que le colis n'aurait causé aucun dommage s'il avait été allumé. Il n'était qu'un appel à l'attention. 5. Couvercle de boîte. Lorsque vous ouvrez une boîte de quelque chose, vous vous retrouvez généralement avec un couvercle à bord dentelé, qui peut être si tranchant qu'ils sont souvent utilisés pour couper de la nourriture dans les cuisines de prison. Car les détenus ne sont bien sûr pas autorisés à utiliser des couteaux. Ces derniers sont souvent volés et introduits en contrebande dans les cellules des prisonniers, car ils constituent de petites armes pratiques qui peuvent trancher assez profondément lors d'une bagarre. Le Millwall Brick a été nommé d'après les fans violents du club de football de Millwall dans les années 60 et 70. Les matchs de football au Royaume-Uni étaient infestés de hooligans et notoires pour les combats extrêmes qui éclataient entre les deux bases de fans opposés de l'équipe. Les choses ont finalement tellement dégénéré que tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une arme était confisqué avant que les fans puissent entrer sur le terrain. Ainsi, les hooligans de foot les plus entreprenants ont créé une arme qui est devenue la favorite des prisonniers au Royaume-Uni, le Millwall Brick. Le Millwall Brick est une arme simple et courante, fabriquée uniquement avec du journal qui était facilement accessible à tous les prisonniers. Ils roulaient étroitement le papier avant de le mouiller sous l'évier de leurs cellules. Cela serait répété jusqu'à ce que vous ayez un nœud dur et solide de papier qui avait autant de force qu'un club en bois. Numéro 7. Le fusil de chasse fait maison. Peter Strudinger n'aimait vraiment pas la vie en prison, tellement qu'il a tenté de s'évader 2 fois, en utilisant des armes mortelles qui étaient créées à partir d'objets de tous les jours, notamment lors de sa première tentative d'évasion en 1984 à Tella en Allemagne. Strudinger et un complice se sont échappés en utilisant un fusil de chasse fabriqué à partir du fer de leur poteau de lit, des morceaux de plomb provenant de rubans de rideaux, des piles, une ampoule cassée et les têtes d'allumettes. Malgré ces efforts ingénieux, cependant,
Strödinger a été repris un jour plus tard à Brême. Numéro 8. Les pistolets Zip ne sont pas les seules armes trouvées dans les prisons. Les pistolets Zip faits maison et autres petits pistolets sont des créations populaires des détenus. La plupart de ces pistolets Zip sont créés en utilisant des fils électriques, un clou, des élastiques et des têtes d'allumettes avec de petits morceaux de plomb accumulés utilisés pour les balles. Nombre d'entre eux sont très différents des armes à feu conventionnelles. Ils sont petits et sont conservés en pièces séparées, n'étant assemblés que lorsque nécessaire. Numéro 9. Nunchakos. En 2011, l'intrépide prisonnier Lorenzo Pollard s'est échappé de la maison de correction de Saint-Louis en utilisant des nunchakus qu'il avait fabriqués à partir d'un morceau de drap et de 2 pieds de chaise. Incroyablement, Pollard a tenu à distance plus d'une douzaine de gardiens, en agitant l'arme de manière sauvage jusqu'à ce qu'il brise une fenêtre en utilisant l'un des pieds de chaise à escalader 2 clôtures de fil de rasoir, et s'est enfui au coucher du soleil, jusqu'à quelques heures plus tard, lorsqu'il a été repris et ramené dans sa cellule de prison. Numéro 10. Arme d'anime, un autre cas de 2011. Cette fois, dans une prison à Monmouthshire, au pays de Galles, les gardiens ont été stupéfaits de découvrir toute une série de répliques d'armes d'anime, créées par un prisonnier inventif avec une affection particulière pour la série Final Fantasy. Le détenu amateur d'anime avait minutieusement utilisé des centaines de cure-dents pour créer au moins 6 de ces armes. Bien qu'ils aient un tâtet découvert avant d'être utilisés, le gouverneur de la prison, Steve Cross, a déclaré qu'ils représentaient une véritable menace, car ils avaient été aiguisés à des points qui pourraient causer de graves blessures. Numéro 11. Crème pour café. La crème pour café sera désormais interdite dans de nombreux commissariats de prison, après qu'un trop grand nombre de détenus a découvert une autre utilisation pour elle en tant que partie d'un lance-flamme. Il s'avère que beaucoup de crèmes pour café en poudre contiennent de la graisse animale, qui peut être enflammée et canalisée à travers un bout de tube pour créer un effet de lance-flamme. Un directeur adjoint d'une prison du Texas a une fois dit que les détenus roulaient un morceau de papier, y mettèrent du café, plaçaient un briquet devant, le soufflaient, et c'était comme un lance-flamme. Les prisonniers pourraient également jeter une poignée en l'air avant de sortir leur briquet pour créer un effet de boule de feu qui pourrait facilement brûler quelqu'un qui passe par là. Numéro 12. Le fil dentaire. Le fil dentaire est un autre article que beaucoup de cantines de prison ont interdit, en plus d'être utilisé dans de nombreuses tentatives d'évasion, en raison de sa résistance à la traction. Il peut également faire une arme efficace pour étrangler un autre prisonnier ou un gardien, ou être utilisé comme poignée sur une lame. Numéro 13. Le coup de poing américain. Celui-ci est considéré comme particulièrement créatif autour de 1993. Un gardien dans une prison allemande a découvert un dangereux coup de poing américain fait maison dans la cellule d'un détenu. Le détenu avait volé l'outil de râpe de l'atelier de la prison et en utilisant du matériel arraché de leur lit comme rembourrage, avait courbé la râpe de telle manière qu'elle formait un coup de poing américain efficace. Être à la réception d'un coup fait avec cela pourrait, sans aucun doute, causer des dommages sérieux. Numéro 14. Gants de jardinage. Même les gants de jardinage peuvent être utilisés pour former des armes dangereuses. Parce que les gants secrètement modifiés ressemblent exactement aux gants ordinaires. Les prisonniers pourraient de l'eau les porter sans attirer beaucoup d'attention sur eux-mêmes. Les prisonniers coudraient un gant à l'intérieur de l'autre, mais ils aligneraient le gant intérieur avec des punaises ou tout autre petit objet pointu. La doublure à pointe pourrait alors facilement pénétrer la couche supérieure, blessant gravement quiconque recevrait un coup de poing ou un coup. Numéro 15. Arbalète à brosse à dents. Enfin et surtout, nous avons l'arbalète à brosse à dents. L'arbalète à les brosses à dents est l'une des armes les plus inventives et compliquées fabriquées en prison dans l'histoire, créée en 1998. Elle a tellement impressionné les gardiens de prison qui l'ont trouvée, qu'ils l'ont plus tard exposée dans le musée pénitentiaire du Canada, où elle peut encore être vue aujourd'hui. Un prisonnier de l'institut Stony Mountain, au Canada, était coincé en isolement quand il a trouvé une utilisation créative et mortelle de son temps en utilisant une petite liste d'objets de tous les jours, y compris 10 brosses à dents, un briquet, une partie d'un stylo à billes, un petit morceau de fil, des pinces de cafétéria, des gants jaunes, divers fils électriques, un Kleenex et quelques vis. Il a réussi à fabriquer ce qui était effectivement une arbalète entièrement fonctionnelle. Il a créé des boulons pour cela, en utilisant du papier d'aluminium, du papier roulé serré et des cotons-tiges.
Bien que le prisonnier n'ait jamais eu l'occasion d'utiliser sa nouvelle création, le gardien de prison qui l'a confisqué a essayé l'impressionnante arme et a rapporté qu'elle pouvait tirer jusqu'à 40 pieds. Imaginez le chaos que cela causerait dans la cour de la prison. Les condamnés qui se sont échappés d'Alcatraz en utilisant des têtes factices. Il y a des prisons si sombres, si terrifiantes, qu'elles semblent sorties tout droit d'un film d'horreur. L'une des plus infâmes de celles-ci est située dans la baie de San Francisco, à 1 mile de la côte sur sa propre petite île. Conçue pour incarcérer en toute sécurité les hommes les plus dangereux condamnés aux États-Unis et garantir qu'ils n'avaient aucune chance de s'évader. Le nom de la prison était Alcatraz. Initialement utilisée comme prison militaire de la fin des années 1850 à 1933, Alcatraz est ensuite devenue une institution fédérale de 1934 jusqu'à sa fermeture en 1963. L'île était l'endroit parfait pour héberger certains des criminels et cerveaux les plus notoires d'Amérique, étant entourée par l'océan Pacifique extrêmement froid, des courants forts tourbillonnants, et même un requin occasionnel. Pendant son utilisation comme prison fédérale, certains des résidents les plus célèbres d'Alcatraz comprenaient Alvin Creepy Karpis, l'ennemi public numéro 1 original, le dérangé et profondément violent Birdman d'Alcatraz, le meurtrier Robert Stroud, qui incidemment n'était pas autorisé à garder des oiseaux dans sa cellule à Alcatraz en punition pour avoir été pris en train de distiller de l'alcool dans sa précédente prison, et bien sûr, le plus infâme de tous, le gangster fraudeur d'impôts, Al Capone. Mais les détenus qui se sont échappés d'Alcatraz, les seuls hommes à avoir jamais réussi et à quitter l'île, n'étaient aucun de ceux-ci. Au lieu de cela, c'était un criminel de carrière relativement mineur, nommé Frank Morris, et 2 frères voleurs de banque, John et Clarence Anglin, qui ont gravé leur nom dans l'histoire en tant que seuls évadés de la prison, avec un 4e collaborateur, Alan West, échouant dans sa partie de la tentative. Qui étaient Frank Morris, Alan West et les frères Anglin? Frank Morris était un délinquant au passé difficile. Élevé dans de nombreux foyers d'accueil, sa première condamnation a eu lieu alors qu'il n'avait que 13 ans, et il a continué à avoir des problèmes avec la loi jusqu'à ce qu'il soit condamné à une peine de 14 ans de prison en Louisiane pour vol de banque. Mais dans un geste qui préfigurait son avenir, Morris s'est échappé avec succès de la prison et a passé 1 année en fuite avant d'être capturé et condamné à Alcatraz en guise de punition en janvier 1960. Les frères Anglin, John et Clarence, étaient dans des cellules à côté de Morris et purgeaient respectivement leur peine de 10 et 15 ans lorsqu'ils ont commencé, avec Morris et West, à planifier leur évasion. Les 2 frères, qui sont nés à presque exactement 1 an d'intervalle, étaient des braqueurs de banques et des plus prolifiques, ayant ciblé plusieurs banques et entreprises avant que leur chance ne s'épuise au bâtiment de la Columbia Savings Bank à Columbia, en Arizona, et qu'ils soient capturés, avec leur 3e frère, Alfred, et condamnés à de longues peines de prison. Mais malgré leur long passé criminel, les frères n'ont jamais été violents. Ils cambriolaient à des endroits la nuit quand il n'y avait personne et aucune possibilité que quelqu'un se blesse, affirmant qu'ils n'avaient utilisé une arme qu'une seule fois, et c'était un pistolet jouet qu'ils brandissaient, pas l'arme à feu la plus efficace. Après plusieurs tentatives d'évasion, John et Clarence ont été envoyés à Alcatraz. John en octobre 1960 avec Clarence qui a suivi peu après en janvier 1961. Puis, dans une autre cellule adjacente à celle des frères et de Morris, il y avait Alan West, un voleur de voitures, et un autre délinquant habituel qui s'était retrouvé envoyé à Alcatraz après une tentative d'évasion ratée de sa cellule de prison en Floride. Ensemble, ces 4 hommes ont planifié leur tentative d'évasion d'Alcatraz et ont presque totalement réussi. Certains diraient que le hasard seul a mené ces 4 hommes à se retrouver dans des cellules si proches. Ils étaient tous des criminels de carrière, qui se connaissaient déjà de précédentes incarcérations, avaient tous tenté ou réussi à s'évader de prison auparavant, et tous étaient prêts à essayer à nouveau. Selon les registres officiels fédéraux, Morris était exceptionnellement intelligent, avec un QI de 133, ce qui était supérieur à 98% de la population. Donc avec lui comme cerveau, les 4 hommes avaient une forte chance de réussir. Les préparations. À partir du début de décembre 1961, cette équipe hétéroclite de criminels a planifié leur évasion, avec Morris à la barre. Au cours des 6 prochains mois, ils ont lentement et méthodiquement travaillé sur leur plan. Pour leur première étape,
Chaque homme devait subtiliser des cuillères de la salle à manger de la prison et voler des lames de scie jetées afin qu'ils puissent creuser et élargir méticuleusement les conduits de ventilation sous leurs éviers dans leurs cellules. Pour cacher leurs activités pendant la journée, les prisonniers couvraient le trou avec de faux conduits peints de manière convaincante fabriqués à partir de carton. Et la nuit, Maurice jouait de l'accordéon pour couvrir le bruit des autres hommes grattant lentement leur chemin vers la liberté. Une fois dans les conduits d'air, les hommes ont installé un atelier secret à un étage vide du bloc cellulaire pour travailler sur leur plan d'évasion. Ils ont fabriqué 4 têtes factices en papier mâché et ont habilement peint leurs propres traits du visage dessus avec les yeux fermés. Chaque nuit, les hommes quittèrent leur lit, qui étaient des rembourrés de vêtements sous les couvertures, et avec les têtes factices en papier mâché juste visibles, afin de ne pas éveiller les soupçons des gardiens pendant qu'ils travaillaient. Ils ont continué à dérober furtivement des matériaux, y compris 50 imperméables, qu'ils ont transformés en gilets de sauvetage sur la base de modèles qu'ils avaient vus dans Popular Mechanics, un magazine autorisé en prison, et des morceaux de bois et des vis pour construire des pagaies. Incroyablement, ils ont également réussi à créer l'objet le plus nécessaire pour leur évasion, un radeau en caoutchouc, assez lourd, mesurant 6 par 14 pieds, avec des coutures cousues à la main, et scellées à l'aide de la chaleur, provenant des tuyaux de vapeur à proximité, une autre idée copiée des magazines de prison. Finalement, ils étaient prêts. La tentative d'évasion. Le 11 juin 1962, les hommes ont saisi l'opportunité de s'évader. Après l'extinction des lumières, Maurice et les frères Anglin étaient au-dessus du bloc cellulaire comme d'habitude, mais Alan avait disparu. Le ciment qu'il avait utilisé autour du mur effrité de sa fausse bouche d'aération avait inopinément durci, le piégeant dans sa cellule. Il était retourné dormir. Maurice et les frères Anglin ont continué avec le plan. La première étape était de sortir sur le toit de la prison. C'était leur seul bruit durant la tentative, et les gardiens ont à peine réagi. Les 3 hommes portant tout leur équipement ont descendu un tuyau de drainage de 50 pieds, puis ont escaladé une clôture de barbelés de 12 pieds de haut, avant de courir vers le rivage nord-est, caché en toute sécurité des gardes en patrouille et des projecteurs. De là, ils ont gonflé leur radeau à l'aide de soufflets de fortune et ont pris la mer agitée, pour ne plus jamais être vus, littéralement, le lendemain, lorsque les gardes ont finalement réalisé qu'ils manquaient. Une énorme recherche en mer, sur terre et dans les airs a commencé. Pendant les 10 jours suivants, la côte a été fouillée à la recherche des 3 hommes. Seules quelques preuves de leur évasion ont été trouvées. Une pagaie découverte par un cutter de la garde côtière le 14 juin, et un portefeuille enveloppé dans du plastique appartenant probablement à l'un des frères Anglin. Des restes de ce qui ressemblait à un radeau ont été découverts près du pont Golden Gate le 21 juin. Le lendemain, un gilet de sauvetage dégonflé a été découvert près d'Alcatraz. Le rapport final du Federal Bureau of Investigation sur l'affaire n'a fourni aucune preuve supplémentaire ou information sur les hommes disparus, mais suppose qu'ils se sont noyés lors de leur tentative d'évasion. Depuis, il y a eu des prétendues apparitions des hommes et des rapports étranges à travers les États-Unis et d'autres parties du monde. La famille Anglin a affirmé recevoir parfois des cartes postales, des messages, et que leur mère recevait des fleurs anonymes à chaque fête des mères. Mais le plus intéressant était peut-être dans une lettre envoyée au Federal Bureau of Investigation en 2013, après avoir été reçue par le département de police de San Francisco, et qui a été divulguée au grand public en 2018, prétendument écrite par John Anglin. Elle contenait des informations sur l'endroit où ces conspirateurs auraient été enterrés, et ils négociaient sa reddition en échange d'un traitement contre le cancer. Mais il est peu probable et non concluant que ces étranges apparitions et lettres mystérieuses soient authentiques. Il était extrêmement improbable que Maurice et les frères Anglin aient réussi à négocier les eaux sombres et dangereuses de l'île d'Alcatraz pour atteindre l'autre côté. Et s'ils y sont parvenus, il n'y a aucune preuve ou trace de leur mouvement depuis lors. Il est plus probable que ces apparitions signalées et ces événements étranges soient l'œuvre d'individus malveillants et de farceurs, prenant plaisir au mystère continu entourant leur évasion. Cependant, il est tout à fait possible que Frank Morris et John et Clarence Anglin aient réellement réussi à s'évader, et aient dissimulé leurs mouvements depuis lors. Si cela était vrai, ils seraient les seuls à avoir jamais réussi à traverser les eaux mortelles d'Alcatraz. Évasion de prison insensée des 20e et 21e siècles. Comme dans Les Évadés, ou l'évasion d'Alcatraz de Clint Eastwood, les gens ont tenté des moyens inventifs et fous pour s'échapper de prison. La peur d'une vie derrière les barreaux peut pousser les gens à faire des choses folles,
Et dans cette vidéo, nous examinerons 5 des tentatives d'évasion les plus folles des 20e et 21e siècles. Victor Falk Nelson. Victor Falk Nelson était un jeune homme impulsif et troublé, ayant grandi pauvre et principalement dans un orphelinat. Il a été arrêté pour la première fois à 18 ans pour vol. Il a passé les 2 années suivantes à entrer et sortir d'une prison navale avant de recevoir une libération déshonorante et de commencer une vie de vol et de larcin. À 22 ans, Victor Nelson s'est retrouvé à nouveau incarcéré, cette fois à la prison d'État de Charlestown au Massachusetts. Fatigué de passer sa vie derrière les barreaux, il a commencé à planifier son évasion. D'abord, il a modifié les chaussures qui lui avaient été données dans le cadre de son uniforme de prison, enlevant les bases épaisses et lourdes et les remplaçant par des semelles en feutre faites maison. Ensuite, dans la nuit du 11 mai 1921, après l'école du soir, alors qu'il était ramené à sa cellule avec 12 autres prisonniers, il a vu sa chance de s'évader. Se détachant de la ligne, il a esquivé une attaque d'un gardien, évité des coups de feu, et tel Spider-Man, il a sauté, s'est accroché à des barreaux et a escaladé le mur de 40 pieds. Une fois en haut, il a utilisé des compétences de parcours jusqu'alors inconnues pour se jeter à travers un énorme vide de 10 pieds jusqu'au mur extérieur, où il a attrapé le bord d'un bâtiment, utilisant ses coudes pour se hisser, et tomber sans grâce de 30 pieds de l'autre côté vers la liberté. Nelson a passé les 10 jours suivants à se détendre à Boston, et a même participé à un match de baseball de scrub avant de se diriger vers l'Ohio. Il est resté en liberté jusqu'en août, puis s'est rendu après avoir entendu un discours sur la réforme des prisons prononcé par Thomas Mott Osborne, administrateur de prison. Inspiré, Nelson a décidé d'essayer le droit chemin. Chui Agapok Shoigapok a gagné le surnom du Houdini coréen lors de sa tentative d'évasion en 2012. Gapok avait été arrêté le 12 septembre de la même année, soupçonné de vol, et était détenu dans une cellule d'un poste de police dans la ville de Daegu, en Corée du Sud. Les précédentes détentions du quinquagénaire avaient totalisé 23 ans, et comprenaient des crimes de direction d'un réseau de vol. Au bout de quelques jours, Gapok a décidé qu'il en avait assez de cette absurdité d'être incarcéré. Il a recouvert son lit avec des oreillers et une couverture, faisant croire qu'il dormait avant de tenter de s'évader. Utilisant ses compétences de maître en yoga et une flexibilité qui rendrait un artiste du Cirque du Soleil jaloux, Joy Agapok s'est faufilé hors de sa cellule en se glissant par la fente de la nourriture. Ces fentes pour la nourriture sont minuscules, mesurant seulement 14 cm et demi de haut et 45 cm de large. Pourtant, Kefok a utilisé ses pouvoirs de contorsion pour s'échapper par le trou en seulement 34 secondes, tandis que les gardes dormaient à quelques mètres de là. La police l'a rattrapé 6 jours plus tard, après une intense chasse à l'homme à travers les montagnes qui impliquaient des hélicoptères, 8 chiens renifleurs et des centaines d'officiers. Laisser des notes d'excuses aux agriculteurs dont il avait volé la nourriture n'a pas non plus aidé. L'évasion de Kora. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus d'1 millier de prisonniers de guerre japonais ont été emmenés au camp 12, près de Kora, dans le centre-ouest australien. Cela a été une grande honte pour les Japonais, qui ont été éduqués à choisir une mort honorable sur le champ de bataille, plutôt que la capture et l'emprisonnement. Bien que de nombreux prisonniers de guerre japonais se soient d'abord installés pour jouer au baseball et monter des pièces de théâtre, en 1944, des détenus plus aguerris et radicaux arrivaient, apportant des nouvelles des pertes du Japon aux Philippines et à ses pans. Les tensions avec les autorités du camp se sont exacerbées, et ainsi, une tentative d'évasion a été formée. Maintenant connue sous le nom de l'évasion de Kora, c'était la plus grande tentative d'évasion de l'histoire militaire, et la plus sanglante. Contrairement aux autres dans cette vidéo, les gardiens savaient à l'avance la tentative, ayant été prévenus par un prisonnier quelques mois plus tôt. Mais plutôt que de faire quelque chose à ce sujet, comme chercher des armes cachées ou poster des gardes supplémentaires, le commandant du camp a déclaré que tout cela était un non-sens sanglant, et resté calme et a continué. Sauf pour l'installation de 2 mitrailleuses pointant directement sur le camp japonais. Puis, à 2 heures du matin, le 5e août 1944, tout a basculé. Des prisonniers japonais sont soudainement apparus partout dans la cour en groupe pré-planifié. Des incendies se sont déclarés dans les cabanes et l'atelier de couture jusqu'à ce qu'ils soient hors de contrôle. Armés de couvertures pour se protéger des fils barbelés, plus de 900 prisonniers de guerre ont tenté de s'évader tous en même temps. Pendant un moment,
C'était 2 soldats et une mitrailleuse contre 1000 Japonais. Malgré avoir réussi à tuer des dizaines de personnes en fuite, les soldats à la mitrailleuse se sont rapidement retrouvés submergés et ont été poignardés et battus à mort alors que les Japonais se précipitaient vers la liberté, après une nuit de chaos et de carnage. 4 Australiens et 231 prisonniers japonais avaient été abattus, poignardés ou brûlés dans les cabanes, et 108 autres étaient blessés. Sur les 1104 du camp 12, plus de 300 ont réussi à s'échapper, bien que pas pour longtemps. Des dizaines de prisonniers de guerre morts s'étaient soit pendus, soit coupés la gorge eux-mêmes. En 9 jours, les 334 prisonniers de guerre qui avaient survécu à l'évasion avaient tous été repris. L'évasion de Cora est devenue l'un des plus grands secrets de la Seconde Guerre mondiale, la vérité et l'ampleur de la tentative d'évasion n'ayant été totalement révélées que des décennies plus tard. Ted Bundy, l'une des personnes les plus infâmes de cette vidéo, est le tueur en série à la langue d'argent, Ted Bundy. Longtemps connu pour son charisme, son charme et son intellect, Ted Bundy était le cauchemar des années 70, traquant et tuant au moins 30 femmes, tout en échappant à la police, simplement grâce à son beau visage et à sa personnalité séduisante. Même en prison, il conservait des admirateurs des deux sexes. En 1981, il s'est même marié avec Carol Ann Boone, qui apparemment se fichait qu'il passe son temps libre à duper des femmes pour les attirer dans sa voiture et les tuer. Ted Bundy a en fait échappé à la police à 2 reprises, mais c'est la première fois qu'il l'a fait qui était la plus incroyable. Son évasion n'impliquait ni astuce, ni arme, simplement le pouvoir de persuasion. Ted Bundy a choisi de se défendre lui-même lors de son procès après son arrestation, en 1977. Envoyé de la prison du comté de Garfield pour une audience préliminaire à Aspen, le juge a été persuadé par Bundy de faire retirer ses menottes et ses entraves aux jambes. Lors d'une pause, malgré les soupçons pesant sur lui d'être un tueur en série, il a demandé l'accès à la bibliothèque du tribunal pour continuer à travailler sur son dossier. Ted a été décrit par les gardiens comme une personne agréable et sympathique, et finalement un gars aimable. En utilisant son comportement doux et son esprit, il a convaincu les gardes de le laisser entrer dans la bibliothèque, sans menottes et sans chaperon. Sans surprise, Bundy a profité de l'occasion pour s'évader. Il a sauté de 25 pieds de la fenêtre de la bibliothèque au 2e étage jusqu'au sol et s'est immédiatement dirigé vers les montagnes d'Aspen. Il a été recapturé 6 jours plus tard et finalement le 24 janvier 1989, après une autre tentative d'évasion, un mariage et un enfant, sa peine de mort a finalement été exécutée. El Chapo. Peut-être le baron de la drogue mexicain le plus célèbre de tous les temps, El Chapo était le nom donné à Joaquín Guzmán Loera. Celui qui a donné à Guzmán son surnom devait être courageux, car El Chapo se traduit littéralement par petit, se référant à la petite taille du baron de la drogue, mesurant seulement 5 pieds, 6 pouces. Encore en prison, l'empire de la drogue d'El Chapo, fait de cocaïne, méthamphétamine, marijuana et héroïne, a fait de lui le plus grand trafiquant de drogue aux États-Unis, rivalisant avec la richesse et le pouvoir du célèbre Pablo Escobar. El Chapo a tenté de s'évader de prison 2 fois, mais c'est sa 2e tentative en 2015 qui était la plus impressionnante et folle. Dernièrement vu entrant dans la partie douche de sa cellule, le seul endroit caché aux caméras de sécurité, Guzmán n'était toujours pas sorti 25 minutes plus tard, incitant les gardiens à aller enquêter et voir s'il aimait vraiment juste le long lavage savonneux. Ce qu'ils ont trouvé à la place était un tunnel d'évasion menant jusqu'à un chantier de construction de logements à près d'1 kilomètre de distance. Ce n'était pas non plus un tunnel d'évasion ordinaire comme dans Les Évadés. Visiblement, Guzmán a reçu l'aide d'experts externes. Un trou merveilleusement construit, plus de 33 pieds sous terre. Le tunnel était équipé de conduits d'air, de lumières artificielles et manifestement construit par des ouvriers de la construction experts. Mesurant 5 pieds 7 pouces de haut et 30 pouces de large, c'était la taille parfaite pour que El Chapo puisse s'échapper. Quand il est arrivé de l'autre côté, une moto l'attendait, sur laquelle il a immédiatement sauté et s'est enfui vers le coucher du soleil, jusqu'à sa prochaine capture le 8 janvier 2016. Punition dans les colonies pénitentiaires, Australie, du 18e au 19e siècle.
De la fin du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle, les criminels britanniques étaient déportés vers différentes colonies pénitentiaires en Australie. Les gardes militaires appliquaient une discipline stricte envers les condamnés paresseux ou indisciplinés dans leur travail. Examinons certaines des punitions infligées aux condamnés. Isolement. Pour avoir commis des délits mineurs, comme manquer de respect aux autorités, un condamné serait placé en isolement dans des cellules sombres et silencieuses. Il s'était net placé dans une petite cellule complètement noire, car il n'y avait pas de fenêtre pour laisser entrer la lumière. Assis en silence absolu pendant des semaines et nourri de rations minimales de pain et d'eau, on croyait que cela donnerait aux condamnés le temps de réfléchir à leur comportement et de se réhabiliter. Des fers aux jambes. Les colonies pénales n'avaient pas de murs restrictifs dans les premières années, mais seuls les condamnés les plus courageux ou les plus insensés tenteraient de s'échapper. Ils rencontreraient la brousse, une nature sauvage qu'ils ne pourraient pas survivre. Et s'ils tentèrent de s'échapper, ils seraient traqués par les tribus aborigènes travaillant volontairement ou malgré eux pour la colonie pénale. Après plusieurs tentatives d'évasion, des entraves ont été introduites pour empêcher les fugitifs. Elles étaient placées autour des chevilles du condamné, parfois reliées en bandes, pendant qu'ils effectuèrent des travaux forcés comme la construction de routes, ponts, tribunaux, hôpitaux, ou travaillaient dans des fermes gouvernementales. Les fers aux jambes étaient extrêmement lourds et inconfortables à porter, frottant contre les chevilles, et étaient laissés pendant des mois pendant que le condamné travaillait. Les condamnés plaçaient du cuir entre le fer à la jambe et leurs chevilles, s'ils pouvaient en trouver pour arrêter la douleur atroce. Il n'y avait pas non plus de clé pour les libérer. Lorsqu'ils étaient attachés à la cheville, un rivet était placé dans la serrure et chauffé. La seule façon de les enlever était que le forgeron martèle le rivet. Le tapis roulant. Introduit en 1823 à Carter's Barracks, Sydney, pour punir l'insolence, le tapis roulant faisait marcher le condamné sur des marches tournantes qui actionnaient une roue. Il marchait d'assez 40 minutes, avec 20 minutes de pause, et risquait le fouet s'il ne tenait pas le rythme. La poussière créée par le tapis roulant irritait leurs yeux et leurs poumons, et s'ils glissaient, leurs jambes pourraient être déchiquetées par les lames sous le tapis roulant qui alimentait un moulin qui broyait le grain en farine, ajoutant ainsi un élément productif à la punition. Cela produirait de la nourriture pour les condamnés et à vendre au public. Les prisonniers, qui étaient paresseux, désobéissaient aux ordres, ou ne faisaient pas du tout leur travail, seraient fouettés. Cette punition brutale impliquait un chat à 9 queues, qui avait du plomb attaché à chaque brin, qui était utilisé pour fouetter le dos des condamnés. La flagellation publique servirait d'avertissement pour autrui. La flagellation serait effectuée par un condamné robuste appelé flagellateur, avec un batteur maintenant le rythme. Les flagellateurs étaient payés 3 shillings et 6 pence par jour par le gouvernement, et étaient naturellement impopulaires auprès des autres condamnés. Ils dormaient dans leur propre partie de la caserne, loin des autres. Un médecin serait également présent en raison de la dangerosité mortelle de la flagellation. Après quelques coups de fouet, la peau se romprait. 50 coups de fouet pourraient les transformer en un gâchis sanglant. Cela pourrait aller jusqu'à 100 coups de fouet, ce qui pourrait tuer le condamné. Un autre inconvénient du flagellation était qu'il pouvait rendre le condamné incapable de travailler efficacement. Cela les menait parfois à être flagellés à nouveau pour le même délit. Le surintendant ne pouvait pas ordonner cette punition. Au lieu de cela, il nécessitait l'approbation du magistrat du tribunal ou du gouverneur. Punition féminine. Pour les femmes, la punition pour ivresse ou vol les envoyait aux usines, où elles pouvaient être contraintes de travailler pendant des années, à fabriquer et à laver des vêtements. Dans l'usine, le manque de respect pouvait les conduire à se faire raser la tête, ou à être placés en isolement. En dehors des usines, les autorités utilisaient les mêmes punitions que celles infligées aux hommes. Les punitions excessives pour les crimes commis pouvaient parfois changer la moralité du condamné. D'autres fois, les punitions, telles que la flagellation, avaient l'effet inverse, car le condamné désirait se venger, ou la punition le rendait moins productif, en raison de la sévérité de la punition. Le Hanoi Hilton, Prison Hoa Lao, Hanoï, le Vietnam. Pendant la guerre du Vietnam, environ 2500 soldats américains ont été signalés comme prisonniers de guerre ou portés disparus. Tant quand la guerre s'est terminée pour les États-Unis en 1973, seuls 591 d'entre eux sont rentrés chez eux. Le reste est demeuré dans des camps de prisonniers au nord et au sud du Vietnam. La plupart des prisonniers de guerre américains ont été capturés par l'armée nord-vietnamienne.
Ils ont passé leur captivité dans certains des 13 camps de prisonniers de guerre du pays. Le plus notoire de ces derniers était la prison de Hoa-La, située à Hanoï. Elle était généralement désignée par ses détenus sous le nom de Hanoi Hilton. Conditions de prison. La prison a été construite par les Français à la fin du XIXe siècle pour enfermer les prisonniers politiques qui soutenaient l'indépendance vietnamienne de leurs dirigeants coloniaux français. En 1954, suite au départ des Français, la prison est devenue un centre d'éducation communiste. Cependant, cela n'a pas duré longtemps avant que Hoa-La ne redevienne une prison lorsque la guerre du Vietnam a commencé. Elle est vite devenue une prison réservée aux prisonniers de guerre américains. Le premier prisonnier à arriver à Hoa-La était le lieutenant Everett Alvarez, Jr. Il avait été abattu dans son bombardier en piqué Douglas A4 Skyhawk en août 1964 lors de l'opération Pierce Arrow. Peu après, d'autres prisonniers de guerre américains sont arrivés. Ils étaient principalement des pilotes abattus au-dessus du Nord-Vietnam. L'un des détenus les plus célèbres était le pilote John McCain, qui est ensuite devenu un homme politique américain, sénateur et candidat à la présidence. Lui aussi a dû s'éjecter de son bombardier en piqué A4 Skyhawk en 1967 lorsqu'il a été touché par un missile et s'est écrasé dans le lac Truc Bac à Hanoï. Il a été sauvé de la noyade par des habitants, mais malgré une jambe cassée et 2 bras fracturés causés par l'éjection, il a été frappé et battu par la foule et a même eu une baïonnette enfoncée dans le pied avant d'être emmené dans un hôpital militaire local pour des soins médicaux, puis transféré à la prison de Hoa Lao. Le Hanoi Hilton était un complexe carcéral au centre de Hanoï. Il était composé d'un certain nombre d'ailes, ou de secteurs de prison reliés entre eux par un cours central. À l'instar de la prison, ces secteurs portèrent des surnoms ironiques, comme le village du Nouveau, l'hôtel du Chagrin, le Petit Vegas, le camp de l'Unité, et d'autres encore. Les cellules étaient au rez-de-chaussée, avec des murs en briques de 16 pouces et un toit de tuiles rouges. Chaque bâtiment de la prison comprenait de multiples cellules. La cellule typique pouvait loger 4 prisonniers, avec assez d'espace pour des lits superposés en bois de chaque côté de la porte. Chaque lit, équipé de fer pour les jambes ou de menottes, ressemblait plus à un instrument de torture qu'à une couche. Les prisonniers étaient enfermés derrière de lourdes portes en fer avec des judas que les gardiens utilisèrent pour contrôler et intimider les détenus. Sur le mur opposé près du plafond se trouvait une fenêtre grillagée sans couverture. Elle restait ouverte toute l'année, quel que soit le temps. Chaque cellule était éclairée par une petite ampoule qui restait allumée en permanence. La plupart des cellules n'avaient ni toilette, ni installation de lavage, donc les prisonniers devaient donc se soulager dans de petits seaux rouillés. Les jours d'été chauds, vivre dans de telles conditions était insupportable. L'hygiène en général était au plus bas niveau possible. Et en plus du fait que les cellules qu'on étaient extrêmement sales, elles étaient également infestées de rats, de cafards, de souris et d'autres nuisibles. Les prisonniers étaient dans l'impossibilité totale de maintenir une hygiène personnelle. Des semaines, voire des mois, passaient avant qu'ils ne soient autorisés à se doucher. Les cellules étaient sales, humides et totalement déprimantes. Les dessins et inscriptions griffonnés par les détenus sur les murs ne faisaient qu'intensifier le désespoir de la vie à l'hôtel Hanoï. La vie quotidienne. La prison de Hoa La a gagné son surnom ironique de célèbre chaîne d'hôtels pour son inhospitalité ultime. Les conditions de vie et de détention difficiles étaient considérées comme adéquates pour les prisonniers de guerre américains, le gouvernement nord-vietnamien les ayant qualifiés de criminels ordinaires et traités comme tels. Des règlements de camp stricts dictaient le comportement, les droits et les devoirs des prisonniers. Les prisonniers devaient obéir à tous les ordres sans discuter. Toute tentative de refus de répondre à une question entraînait une punition sévère. Les prisonniers étaient même punis s'ils refusaient de manger leur ration. De plus, les prisonniers devaient faire preuve d'un grand respect envers leurs gardiens et les officiers du camp. Toute communication entre les détenus était aussi formellement prohibée. Au lieu de cela, ils étaient régulièrement exposés à la propagande diffusée par haut-parleurs. Chaque nuit, le programme radio de la célèbre Hanoi Hana se terminait par un message. « J.I.S. Pourquoi devriez-vous mourir à des milliers de kilomètres de chez vous? Déposez vos armes maintenant et passez du côté du peuple. » La nourriture donnée aux prisonniers de guerre contribuait à rendre leur vie misérable. Le repas moyen pour un prisonnier de guerre à l'hôtel Hanoï était un bol de soupe, de légumes grasses et une tasse de riz. La seule chose qui changeait jamais étaient les légumes utilisés. C'était soit de la citrouille, du chou, ou un légume étrange appelé les légumes d'égout par les prisonniers de guerre. Le régime, dépourvu de protéines et d'énergie suffisante,
a gravement nui à la santé des prisonniers. La plupart ont souffert de carences en vitamines et perdu environ 20% de leur poids corporel. Le manque de nourriture adéquate était une réelle épreuve durant l'hiver. Avec un faible apport énergétique et les fenêtres des cellules ouvertes toute l'année, beaucoup de prisonniers avaient du mal à réchauffer leur corps et à survivre au froid. Code TAP. Bien que la communication entre les prisonniers était strictement interdite, le maintien du contact entre eux deux était toujours vital. Cela leur permettait de recevoir des informations du monde extérieur, de nouveaux détenus, d'apprendre sur différentes tortures d'interrogatoire et de partager leurs expériences. Plus important encore, ils étaient capables de s'encourager mutuellement et de construire un niveau de morale ainsi qu'un sentiment d'unité. Malgré les horreurs qu'ils ont endurées, les prisonniers de guerre américains à l'hôtel Hanoï ne manquaient pas d'ingéniosité. Au lieu de la communication verbale, ils ont conçu un code TAP spécial pour transmettre des messages. Le code TAP, similaire au Morse, utilisait une matrice 5 sur 5 de l'alphabet et était frappé sur les murs ou portes métalliques des cellules. Les lettres étaient identifiées par 2 séries de taps, une pour la colonne et l'autre pour la rangée. Les prisonniers ont normalisé les abréviations pour faciliter la communication par le code TAP. Il y avait même un système simple pour crypter les messages. C'était un moyen de communication parfait dont les gardes nord-vietnamiens étaient totalement ignorants à l'étang court. Torture. Vie dans le Hanoi Hilton était déjà assez mauvaise comme ça. Mais les prisonniers étaient constamment exposés à la torture. Ils pouvaient être torturés pour transmettre des informations, être forcés de coopérer, ou simplement pour divertir les gardiens. La plupart des tortures avaient lieu pendant les interrogatoires. Le premier niveau était la torture mentale. Les prisonniers subissaient isolement, famine, privation de sommeil et lavage de cerveau constant. Après quelques jours de ce traitement, leur résistance aux interrogatoires a significativement diminué. Les prisonniers de guerre américains parvenaient généralement à résister à ce genre de torture, aux grandes dames de leurs interrogateurs, qui en venaient alors à la torture physique. La torture physique de base consistait à battre brutalement les prisonniers attachés à des tabourets. Malheureusement, ce n'était qu'un prélude à une torture encore pire. Les gardes et les interrogateurs de la NVA étaient assez créatifs dans leur technique de torture. Les prisonniers, les yeux bandés, étaient forcés de courir dans la cour, une corde au cou. Ils étaient ensuite jetés dans des tranchées ou de petites cages où ils passaient plusieurs jours dans des positions exiguës. Cependant, 2 méthodes de torture étaient considérées comme bien pires. La première était un tour de corde, une torture qui consistait à lier les bras d'un prisonnier derrière son dos, qui était ensuite tourné vers le haut jusqu'à ce que ses épaules se déboîtent. Dans cette position, les prisonniers étaient suspendus à des crochets à viande fixés au plafond. Il existait une variante de cette méthode qui consistait à lier les mains et les pieds ensemble, puis à attacher les mains aux chevilles, derrière le dos. Pour aggraver la méthode, certains prisonniers suspendus au plafond étaient souvent brutalement battus avec des bâtons. La deuxième méthode était le traitement des menottes tordues. Les prisonniers avaient les bras menottés dans le dos avec un cliquet attaché. Les menottes étaient ensuite serrées à 1 degré où 2 os se pliaient ensemble. Dans certains cas, ces 2 méthodes sadiques étaient combinées. Malheureusement pour les prisonniers américains, la torture ne s'est pas arrêtée avec les interrogatoires. Même pendant leur séjour dans les cellules, les prisonniers de guerre étaient exposés à des abus en ayant leurs jambes placées dans des fers au pied du lit. Des tuyaux en fer ont également été utilisés pour faire pression sur les tibias. Les prisonniers restèrent positionnés ainsi, les mains liées au dos, durant plusieurs jours. Pendant tout ce temps, ils devaient déféquer là où ils étaient allongés, et cela attirait les rats et les cafards qui rampaient sur tout leur corps. En plus de tout, l'absence de soins médicaux après la torture était aussi une sorte de maltraitance, surtout parce que les gardiens prenaient en plaisir à toucher les blessures des prisonniers. La pire période de torture a suivi l'échec du plan d'évasion au printemps 1969. Cependant, tout s'est arrêté en septembre, la même année que la mort du leader vietnamien Ho Chi Minh. Il était pratiquement impossible pour n'importe quel prisonnier de résister à cette torture et à ces abus continus. Et finalement, chacun d'eux a atteint son point de rupture. Les interrogateurs parvenaient à extorquer une sorte d'information ou d'aveu de leur part. Cependant, les prisonniers avaient leur propre manière de manipuler leurs interrogateurs. Beaucoup des aveux forcés étaient inventés et remplis de non-sens. Une telle confession est venue d'un aviateur qui a promis de ne plus effectuer de mission contre les Nord-Vietnamiens. Il se faisait appeler lieutenant Clark Kent, plus connu du public américain comme Superman, le héros de bande dessinée.
La vie à la prison Hanoi Hilton a soumis ses prisonniers de guerre à un stress physique, mental et émotionnel extrême. C'était particulièrement difficile pour ceux qui avaient passé des années en prison. Le record était détenu par le lieutenant Everett Alvarez Jr., le premier prisonnier de guerre américain au Hanoi Hilton. Il avait passé 8 ans et 7 mois en captivité. Il a été libéré le 12 février 1973 avec le premier lot de prisonniers de guerre américains rentrés chez eux dans le cadre de l'opération Retour à la maison. Le dernier prisonnier de guerre est parti en mars 1973. Dans les années suivantes, les ex-détenus ont témoigné auprès du public américain et international des atrocités vécues à l'hôtel Hanoi. Le gouvernement des États-Unis n'a jamais accusé les Nord-Vietnamiens des crimes de guerre qu'ils ont commis.